je m'appelle Bond. James Bond. Cette réplique nous a présenté l'un des personnages les plus emblématiques. Il est présent dans les films depuis plus de 60 ans et dans les romans depuis encore plus longtemps. Et dans toutes les différentes interprétations du personnage, il y a une chose qui est restée constante. Il porte toujours une montre. Les montres de James Bond font bien plus qu'indiquer l'heure. Armes, dispositifs de communication, elles sont toujours le prolongement de son personnage. Et elles reflètent aussi l'époque dans laquelle ce personnage vit. Presque toutes les missions de James Bond commencent ici, dans le bureau de Monsieur Bien Sûr. Ce n'est pas vraiment un bureau, c'est en réalité un décor. Mais j'ai pensé que c'était un endroit approprié pour commencer notre mission d'exploration des montres de James Bond. J'espère que vous apprendrez quelque chose que vous ne saviez pas auparavant. J'ai ici avec moi une large gamme de montres liées à James Bond. En fait, c'est probablement la première fois que beaucoup d'entre elles se retrouvent dans la même pièce. Mais Marc Bernardo. Je suis le directeur du contenu éditorial chez teddybaldassar.com et je suis un super fan de James Bond. Et aujourd'hui, je vais vous faire découvrir l'histoire des montres de James Bond. Chapitre 1. Bond dans les livres. L'histoire de James Bond commence avec son créateur, l'auteur Ian Fleming. Fleming a eu une vie presque aussi intéressante que celle de James Bond lui-même. Il a fréquenté une prestigieuse académie militaire, mais a échoué, tenté la bourse sans succès, puis trouvé sa voie comme journaliste chez Reuters. Et c'est là qu'il a découvert le monde du renseignement gouvernemental et de l'espionnage. Cela l'a conduit à un poste de haut niveau dans l'armée britannique au sein du renseignement naval pendant la Seconde Guerre mondiale. Lorsque Fleming a quitté la fonction publique, il était déterminé à gagner sa vie en tant qu'écrivain. Lorsqu'il s'est assis à son bureau d'écrivain dans sa maison en Jamaïque, il a décidé que le personnage qu'il allait créer serait fortement influencé par ses expériences très intéressantes dans le renseignement militaire pendant la guerre. Et ce personnage, c'était James Bond. Le nom James Bond évoque aujourd'hui des images de style, d'élégance et d'aventure. Mais quand Ian Fleming a choisi ce nom pour son personnage, il évoquait tout sauf cela. James Bond était le nom d'un véritable ornithologue qui écrivait des livres sur les oiseaux. La raison pour laquelle il a choisi ce qu'il considérait comme un nom aussi banal, c'est parce que le personnage de James Bond, tel qu'il l'avait imaginé à l'origine, était ce qu'il appelait un instrument sans finesse. Un personnage qui n'évoluait pas vraiment, un personnage qui accomplissait sa mission et autour de qui les autres personnages grandissaient et évoluaient au cours de cette mission. Bond lui-même était censé être un catalyseur d'événements plutôt qu'un personnage avec beaucoup de profondeur. Tout a commencé avec ce livre, Casino Royale, publié en 1953. C'était le premier roman de Ian Fleming, la première apparition de James Bond, et cela a posé les bases de toute la gigantesque franchise qui allait suivre. Fleming était aussi un homme de goût raffiné, et cela transparaissait dans les romans qu'il écrivait. Il avait des goûts précis concernant ce qu'il aimait manger, ce qu'il aimait boire, et aussi la montre qu'il portait. Fleming était connu pour posséder et porter une Rolex Explorer. La Rolex Explorer, qui est en fait sortie la même année que Casino Royale, était connue à l'époque comme une montre d'aventurier. Et ce que beaucoup considèrent comme la toute première véritable montre originale de James Bond est une Rolex Explorer, malgré le fait qu'aucun acteur incarnant Bond ne l'ait jamais portée à l'écran. La raison pour laquelle elle est peut-être considérée comme la montre originale de James Bond, c'est que lorsque Fleming a finalement décrit la montre de James Bond, ce n'est qu'à partir du deuxième roman, Vivre et laisser mourir, qu'il l'a décrite à peu près comme on aurait décrit sa propre Rolex Explorer. Il a utilisé des expressions comme grand chiffre lumineux, bracelet extensible, boîtier en acier inoxydable. C'est vraiment toute la description que nous ayons jamais eue sur la montre que James Bond portait dans les romans. Quand il a finalement été temps d'amener James Bond sur grand écran, c'est un producteur nommé Albert Cubby Broccoli qui est entré en scène. Grand fan des romans et vraiment déterminé à les adapter au cinéma, Cubby Broccoli. Et plus tard, sa famille sont restés aux commandes de la franchise pendant 50 ans. Chapitre 2, l'ère Sean Connery. Après la popularité des romans de James Bond, il était inévitable que James Bond arrive sur grand écran.
Ian Fleming, Cubby Broccoli et Eon Productions devaient tous se mettre d'accord sur un acteur pour incarner James Bond. Sean Connery, qui a effectivement joué dans ce premier film et qui pour beaucoup est l'incarnation même de James Bond, était loin d'être assuré d'obtenir le rôle au départ. Fleming lui-même n'était pas vraiment fan de l'acteur écossais. Il pensait qu'il était un dur à cuire et qu'il ne dégageait pas assez de l'élégance qu'il imaginait pour son personnage. Broccoli lui-même cherchait quelqu'un comme Cary Grant, qui vieillissait à l'époque, mais qui avait déjà montré beaucoup de talent d'acteur dans des films d'espionnage. Fleming voulait vraiment quelqu'un comme David Niven ou même Richard Burton pour jouer le rôle. Mais Connery a conquis tout le monde avec sa dureté caractéristique mêlée d'élégance. Le premier film de James Bond était Dr. No en 1962, et pour beaucoup, cela a imposé le James Bond cinématographique par excellence. La première montre que l'on voit James Bond porter est probablement une montre que beaucoup de gens ne connaissent pas. C'était une petite montre habillée en or, la Gruen Precision 510. Et même s'il ne porte pas la montre pendant tout le film, il la porte dans cette scène désormais classique. C'est là que nous rencontrons pour la première fois James Bond incarné par Sean Connery en smoking au casino, prononçant pour la première fois la célèbre réplique « Bond, James Bond ». Gruen était une marque basée dans l'Ohio, une marque de montres américaines à l'époque où l'Amérique comptait beaucoup plus de marques horlogères qui ont fini par déplacer leur production en Suisse. Et la Gruen était peut-être en réalité la propre montre de Sean Connery. La montre que nous associons davantage au James Bond des débuts au cinéma et en particulier à Sean Connery est un modèle bien plus célèbre. C'était une Rolex Submariner référence 6538. Personne n'en est vraiment certain, mais selon l'histoire, les producteurs savaient que James Bond était censé porter une Rolex. Et Cubby Broccoli possédait une Submariner. Au fil des ans, certains ont pensé qu'il s'agissait de la Submariner de Connery, mais les preuves indiquent plutôt qu'elle appartenait à Broccoli, qui l'a prêtée à Connery pour le film. On aperçoit la Rolex Submariner au poignet de Connery dans la célèbre scène où Ursula Andress, dans le rôle de Honey Rider, sort de l'eau pour saluer James Bond qui dort sur la plage. Le deuxième film de James Bond était Bon baiser de Russie en 1963, seulement un an après le premier. On retrouvait encore Sean Connery dans le rôle de James Bond portant la même Rolex Submariner. Anecdote sur Bon baiser de Russie. Le roman était le livre préféré du président John F. Kennedy et il l'a déclaré lors d'une interview, ce qui a contribué à la popularité des romans de James Bond et a finalement mené au film de James Bond. Cela a aussi mené au choix de faire de Bon baiser de Russie le deuxième film, bien que ce ne soit pas le second roman. Et ce qui s'est passé, c'est que JFK était tellement enthousiaste que son livre préféré soit adapté en film qu'il l'a projeté à la Maison-Blanche en 1963. La note tragique, c'est qu'il l'a projeté la veille de son départ pour Dallas, où il a été assassiné. Cela fait donc vraiment de ce film un repère dans la culture des années 60. Je l'ai appris il y a une semaine. Goldfinger en 1964 a vraiment été le premier film de James Bond qui a donné le ton à la série. Avec les gadgets, les méchants extravagants, les doubles sens, c'était aussi le premier film de James Bond qui nous montrait un gros plan sur la montre de James Bond. La scène où James Bond, en smoking, regarde sa Rolex Submariner sur un bracelet hautain de style militaire est celle qui a vraiment établi pour de nombreux passionnés de montres que c'était la montre de James Bond. Il y avait en fait deux Rolex à l'écran dans Goldfinger. L'une était la sub portée par Connery. L'autre était une Rolex GMT Master, portée par Honor Blackman dans son rôle de Pussy Galore. C'était une montre appropriée pour le personnage, car Pussy Galore était en réalité une pilote et la chef d'une escadrille de femmes pilotes qui travaillaient pour le méchant Goldfinger. La GMT Master était également un modèle assez récent à l'époque. Elles étaient toutes sorties autour de 1953-1954. La Submariner, la GMT Master, l'Explorer. Et c'était rare que ces deux modèles classiques apparaissent ensemble dans un film de James Bond. La GMT Master portée par Pussy Galore a depuis été surnommée la montre Pussy Galore. Le film suivant, en 1965, était Opération Tonnerre. Et c'est dans ce film que nous découvrons la Breitling Top Time.
Sean Connery portait à nouveau la Rolex Submariner dans ce film, mais il portait aussi une autre montre, c'était une Breitling Top Time. Et dans le film, la montre était équipée d'un compteur Geiger que James Bond utilisait pour localiser une cache d'armes nucléaires volée. En réalité, la montre était un chronographe. J'en porte une version moderne en ce moment. C'était un chronographe fabriqué par Breitling au début des années 1960, destiné au nombre croissant de passionnés de sport mécanique, de muscle-car, de moto et de course. Et elle a été conçue comme une montre-outil destinée à un public plus jeune. Elle a fait plusieurs apparitions mémorables à l'écran. En 1967, Sean Connery a tourné le dernier film de sa première série de James Bond, On ne vit que deux fois. L'action se déroulait principalement au Japon. Dans ce film, nous n'avons pas vu Sean Connery porter une Submariner, mais nous l'avons vu à nouveau porter une Gruen Precision 510, qui était apparemment la montre personnelle de l'acteur. Je ne sais pas pourquoi il n'a porté que cette montre dans ce film, mais il n'y avait aucun gadget, et elle a simplement joué un rôle discret en tant que montre de Bond. Les Diamants sont éternels, sorti en 1971, a été la dernière apparition officielle de Sean Connery dans le rôle de James Bond. Finalement, il a tourné un film appelé Jamais plus jamais, qui était essentiellement un remake d'Opération Tonnerre, mais qui ne faisait pas partie du canon officiel de James Bond. Tout cela a donné lieu à de nombreuses batailles juridiques qui avaient lieu à l'époque entre la succession de Fleming et les producteurs. Les Diamants sont éternels est vraiment la dernière fois que nous voyons Connery faire partie de l'univers officiel de James Bond. Et dans ce film, la Gruen Precision 510 est de retour une fois de plus, et nous ne voyons pas de Rolex Submariner. Après, les Diamants sont éternels. Connery n'était plus intéressé à faire d'autres films de James Bond, et il commençait probablement à être trop âgé pour le rôle. Ainsi, la recherche d'un nouveau Bond devait recommencer. Chapitre 3, l'intermède Lazenby. Maintenant que Sean Connery avait quitté le rôle de James Bond, les producteurs de la série se trouvaient dans une position intéressante. Il devait être à la hauteur de son immense héritage et trouver un nouvel acteur pour incarner 007. Ce qui était très improbable, c'est qu'un mannequin australien avec très peu d'expérience d'acteur deviendrait le prochain James Bond. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Selon l'histoire, il a rencontré Cubby Broccoli dans un salon de coiffure et l'a impressionné, mais il n'avait aucune expérience d'acteur à proprement parler. Alors il a falsifié un CV à montrer au producteur. Il est allé s'acheter soi-disant une Rolex Submariner, du même type que celle qu'il avait vue portée par Connery dans les films, afin d'impressionner les personnes devant lesquelles il passait l'audition. Il portait aussi un costume très similaire à celui de Connery, très Bond, que Connery lui-même avait apparemment commandé mais jamais récupéré. Comment il a pu faire cela reste assez flou. Mais pour faire court, il a réussi à impressionner suffisamment l'équipe de casting pour être choisi dans le rôle de James Bond dans le film suivant, Au service secret de Sa Majesté, sorti en 1969. C'était l'un des films de James Bond les plus importants, malgré le fait que George Lazenby n'en a jamais refait un autre après celui-ci. Du point de vue des montres, il était assez similaire à Sean Connery. Il portait une Submariner, probablement la même qu'il avait apportée à cette audition légendaire. Mais il portait aussi un chronographe de chez Rolex, que nous appellerions aujourd'hui une Rolex Daytona. Mais si vous êtes vraiment passionné par Rolex, c'était une Rolex pré-Daytona parce qu'elle était sortie quelques années avant que la montre n'acquiert ce surnom. À ma connaissance, c'est la seule fois qu'une Rolex Daytona a jamais été vue à l'écran dans un film de James Bond. Avec George Lazenby parti et Sean Connery lui aussi écarté, il était maintenant temps de trouver un troisième James Bond. Chapitre 4, l'ère de Roger Moore. Au début des années 1970, une nouvelle recherche pour un nouveau James Bond a eu lieu, et cette fois-ci, c'est l'acteur anglais Roger Moore qui a été choisi, apportant au personnage une touche un peu plus raffinée et élégante. Peut-être un peu moins brute que Sean Connery, et il représentait un nouveau Bond pour une nouvelle époque. Cette époque changeait aussi radicalement pour le monde de l'horlogerie.
Et cela allait vraiment avoir un impact significatif sur les montres que nous verrions James Bond porter dans ses films sortis dans les années 70 et 80. L'industrie horlogère traversait ce que nous appelons aujourd'hui la crise du quartz. Cela était le résultat du développement de mouvements à quartz alimentés par piles qui permettaient aux montres de fonctionner plus efficacement et aussi de les rendre moins chères. Des entreprises comme Seiko, Citizen et Casio du Japon, ainsi que d'autres venues de l'Est, adoptaient cette technologie du quartz. Et elles prenaient vraiment le contrôle du marché avec ces nouvelles montres moins chères, ce qui allait finalement mener à des montres numériques high-tech plus complexes. Tout cela allait avoir un impact sur les films de James Bond, mais pas immédiatement. Le premier film avec Roger Moore était Vivre et laisser mourir en 1973, qui était en fait basé sur le deuxième roman de Fleming. Moore portait une Rolex Submariner, une référence 5513. La Rolex Submariner dans ce film avait plusieurs fonctions. L'une d'elles était un aimant que Bond utilisait pour ouvrir la fermeture éclair de la robe d'une femme, ce qui donnait une idée du type de Bond que Roger Moore allait incarner dans les années 70. Il y avait une autre montre portée lors de la célèbre scène de poursuite en hors-bord dans Vivre et laisser mourir que beaucoup, même parmi les passionnés de montres de Bond les plus avertis, ignorent. Et c'était une montre très similaire à celle-ci, une Tissot RP 516. Et à notre connaissance, c'est la seule Tissot qui ait jamais figuré dans un film de Bond. Et on a supposé qu'il s'agissait de la montre Tissot personnelle de Roger Moore. Le plus important pour notre discussion sur l'évolution des montres de James Bond dans les années 1970, c'est que Vivre et laisser mourir a inauguré l'ère de la montre digitale dans les films de James Bond. Roger Moore portait une Hamilton Pulsar dont voici une version moderne dans la collection actuelle. C'était la première montre digitale à LED, sortie à l'origine en 1970 et disponible uniquement en or. C'était une montre assez simple à l'époque, la technologie n'avait pas vraiment évolué. Tout comme celle-ci, elle avait un affichage numérique éteint jusqu'à ce que vous activiez le poussoir sur le côté, ce qui faisait apparaître des chiffres rouges numériques. La Hamilton Pulsar originale des années 1970 était en fait une montre très chère. Aujourd'hui, on n'imagine pas les montres digitales comme ça, mais à l'époque, c'était vraiment un produit de luxe. Au début, elle n'était disponible qu'en or, puis elle a fini par être proposée en acier. On a vraiment un super plan de la Hamilton Pulsar dans l'obscurité, où on voit les chiffres rouges s'afficher. Le deuxième film de Moore qui fait suite à Vivre et laisser mourir était L'homme au pistolet d'or, sorti en 1974. Celui-ci était un autre film où Moore portait une Rolex Submariner, et dans ce film, elle n'était pas équipée de gadgets. La Rolex de Moore dans L'homme au pistolet d'or servait essentiellement uniquement à donner l'heure. Ce film, généralement pas très apprécié des passionnés, est pourtant associé à de nombreux faits intéressants. Parce qu'en tant que roman, il a été publié après la mort de Fleming, et on dit que Fleming ne l'a jamais vraiment terminé dans le sens où il n'a jamais procédé à ses révisions. Donc c'était un peu plus brut comme roman, peut-être que le matériau d'origine lui-même le freinait un peu. Une autre anecdote liée au film est que Christopher Lee, qui a joué le méchant Scaramanga, l'homme au pistolet d'or du titre, était parent avec Ian Fleming. Il était son cousin par alliance et il jouait au golf avec Fleming. Apparemment, il s'était même vu proposer le rôle du Dr No dans le premier film, qui a finalement été joué par Joseph Wiseman. L'homme au pistolet d'or n'a pas été un grand succès pour ce genre de film, mais il a préparé le terrain pour le suivant, qui a été l'un des plus grands blockbusters de son époque. C'était L'espion qui m'aimait en 1977. Donc, l'ère numérique, qui avait été annoncée dans le film précédent, commençait à se faire sentir dans celui-ci parce que l'autre montre que James Bond portait était une Seiko 0674 LC. Dans une scène qui paraît probablement très basique aujourd'hui, mais qui était très high-tech à l'époque, cette montre imprimait un message sur un ruban pour que Bond se présente auprès de M. C'est sans doute ce qu'elle faisait de plus impressionnant. Mais c'était une montre numérique basique, mais cela a peut-être aussi marqué le début du placement de produits de montres dans les films de James Bond.
Le placement de produits n'existait pas vraiment dans les années 60 lorsque les films ont commencé. Et comme je l'ai déjà dit, Rolex ne leur aurait jamais donné une montre à utiliser sans aucun accord spécial de ce genre. Donc Seiko est mentionné comme partenaire dans le générique de ce film, et on verra aussi Seiko dans les prochains films. Il y a eu un autre grand succès au cinéma en 1977 appelé Star Wars. Et ce film allait avoir un grand impact sur ce qui serait le prochain film de James Bond, Moonraker en 1979. Les réalisateurs ont décidé de lui donner une tournure futuriste et high-tech. James Bond dans une aventure spatiale, c'est à peu près l'image que tout le monde garde de ce film. Et logiquement, ce serait aussi un film où les montres high-tech occuperaient seuls le devant de la scène. C'était le premier film où James Bond ne portait que des Seiko. L'une de celles que Moore portait pour ce film était une Seiko Memory Bank Calendar M534. Dans le film, elle était utilisée comme détonateur à distance. Dans la vraie vie, elle avait cette fonction un peu étrange de calendrier qui pouvait mémoriser n'importe quelle date, jusqu'à la limite quelque peu aléatoire de 2009. Alors que nous sommes maintenant à l'aube des années 1980, il est intéressant de voir comment la technologie des montres évoluait, et nous verrons cela davantage à mesure que le monde de l'horlogerie et la franchise des films Bond entreront dans les années 80. En prévision de la sortie de Moonraker, Seiko a même réalisé une publicité télévisée pour la montre, avec des scènes de James Bond tirées du film. C'était vraiment le signe que les montres et le cinéma commençaient à être plus étroitement liés et que James Bond était utilisé pour vendre des montres. Il est aussi intéressant de noter que la première apparition de James Bond dans une pub de montre n'est ni pour Rolex ni pour Omega. C'est pour une montre Seiko numérique, plutôt modeste mais très stylée. Roger Moore est revenu dans Rien que pour vos yeux en 1981 où il portait plusieurs montres Seiko. L'une d'elles était une montre de plongée assez historique de Seiko, surnommée la Golden Tuna, comme vous pouvez le voir grâce à son boîtier étrange en forme de boîte de thon. Cette montre était importante dans l'histoire de Seiko car elle faisait partie des premières montres de plongée à compresseur conçues pour résister à l'accumulation d'hélium à l'intérieur d'une cloche de plongée. Les fabricants de montres avaient déjà abordé ce problème, en particulier Rolex avec son modèle Sea Dweller, mais toutes ces montres utilisaient une solution différente. Ils utilisaient une valve de décompression d'hélium vissée au boîtier pour libérer la pression et éviter que le boîtier et le verre sautent. Seiko a choisi une approche technologique différente pour cela. Ils ont en fait simplement conçu un boîtier vraiment très solide et étanche jusqu'à 600 mètres, et cette montre a accompagné Roger Moore dans une scène importante du film. On commence aussi à voir un peu l'ère analogique revenir, car Roger Moore porte également une Seiko analogique numérique dans ce film, appelée à double affichage, qui affiche l'heure de deux manières différentes. Ce serait un premier signe annonciateur d'un retour vers une montre plus traditionnelle pour 007, mais pas tout de suite. Avec Octopussy en 1983, les années 80 battaient à leur plein, tout comme l'ère numérique de l'horlogerie. L'une des montres Seiko les plus folles a fait son apparition dans ce film, une fois de plus au poignet de Roger Moore. Il s'agit d'un véritable modèle d'époque de la défunte montre TV Seiko. Roger Moore portait cette montre aussi bien pour le travail que pour le plaisir dans Octopussy. Il l'a utilisée lors de sa mission et il s'en est aussi servi pour reluquer des femmes sur le minuscule écran. C'est étrange, rien que d'y penser. Ouais, d'accord. À l'époque, cette montre figurait dans le livre Guinness des records comme ayant l'écran de télévision le plus petit jamais conçu, à peine 1 pouce et quart. La montre n'est pas restée longtemps en vente. Elle a eu du succès grâce à sa nouveauté, mais la qualité de l'image était vraiment mauvaise et il fallait un pack de batterie, une antenne et plein d'accessoires supplémentaires pour l'utiliser. Ce n'était pas aussi simple que Roger Moore le faisait croire dans le film. Seiko a également réalisé une publicité pour la montre TV qui a été diffusée à la télévision et elle montrait à nouveau des scènes du film, comme l'avait fait la publicité précédente. Dangereusement Vôtre, en 1985, a été le dernier film de Roger Moore dans le rôle de James Bond, et ce fut aussi la dernière apparition de Seiko en tant que montre officielle de Bond. Roger Moore a porté au moins 3 montres Seiko.
Il y avait une montre à affichage analogique avec date, un chronographe à quartz analogique et une autre version de la Golden Tuna qui avait à la fois un affichage analogique et numérique. Le chronographe à quartz était assez important car c'était le premier chronographe analogique à quartz. C'était une autre innovation dont Seiko pouvait être fier. Dans une scène vers la fin du film, il y a un combat décisif entre Bond et le méchant joué par Christopher Walken sur le Golden Gate Bridge. Dans cette scène, Moore semble porter une Rolex Datejust. Et au fil des années, des discussions ont surgi sur ce que cette montre est réellement, comment elle s'est retrouvée dans le film. Était-ce la montre personnelle de Moore? Mais il est plus probable qu'il s'agisse d'une Seiko qui ressemblait à une Datejust, Seiko étant un partenaire officiel des films à cette époque. C'est probablement l'hypothèse la plus plausible, ce qui ferait que la Submariner, la GMT Master et la Pre-Daytona de Lazenby restent les seules montres Rolex à avoir figuré dans les films de James Bond. Dangereusement Vôtre était le dernier film de James Bond avec Roger Moore, et la recherche d'un nouveau Bond était relancée. Chapitre 5, le James Bond de Timothy Dalton. À la fin des années 80, une vaste recherche fut lancée pour trouver le prochain acteur de James Bond. Le rôle a en fait été proposé à Pierce Brosnan, qui jouait à l'époque à la télévision un détective élégant nommé Remington Steele. De nombreux spectateurs considéraient Brosnan comme un choix naturel pour reprendre le rôle de James Bond. Malheureusement, NBC, qui produisait Remington Steele et avait Pierce Brosnan sous contrat, ne l'a pas libéré de ce contrat pour aller tourner les films. Ainsi, ceux qui espéraient voir Pierce Brosnan dans ce rôle devraient patienter avant de le voir réellement incarner le personnage. Ils ont finalement choisi l'acteur gallois Timothy Dalton pour le rôle de Bond, qui incarnait un Bond plus dur, plus sombre et beaucoup plus sérieux. Plus sombre, un peu plus endurci par la vie, tout en gardant ses caractéristiques classiques que l'on associe à Bond, un faible pour les femmes, le goût pour les martinis. C'était très différent. Tout le monde n'a pas aimé ce choix, un peu comme aujourd'hui. Il est difficile de mettre tout le monde d'accord. Mais le premier film avec Timothy Dalton, Tué n'est pas joué en 1987, a très bien marché. Il y avait aussi une toute nouvelle montre au poignet de James Bond dans ce film et c'était la Tag Heuer Night Diver. À l'époque, cette montre n'a jamais vraiment été vue très clairement à l'écran, c'est pourquoi ce n'est que récemment que des passionnés de montres aux yeux de lynx l'ont découverte. C'est tellement flou à l'écran, en fait, qu'on ne sait même pas si le logo indiquait Tag Heuer, comme c'est le cas actuellement, ou simplement l'ancien logo Heuer. Parce que, en fait, au moment où ce film était en cours de réalisation, la société Heuer d'origine était en train d'être rachetée par Technique d'Avant-Garde, qui est la société dont les initiales sont TAG. Il y avait des montres avec les deux logos encore en rayon, donc on ne sait vraiment pas lequel les réalisateurs ont utilisé. En fait, d'autres montres Tag Heuer ont été aperçues sur d'autres personnages dans ce film, y compris le méchant, donc il est possible que Tag Heuer ait eu une sorte de partenariat avec le film, même si cela n'a jamais été clairement affirmé. 2 ans après Tuer n'est pas joué, en 1989 est sorti le deuxième et dernier film de Timothy Dalton intitulé Permis de tuer, une référence au numéro 007 de James Bond. Donc, l'intrigue de Permis de tuer présente des enjeux relativement faibles pour un film de James Bond. C'est Bond contre un cartel de la drogue. Il ne sauve pas le monde. Il ne fait pas exploser le laser spatial de Blofeld ou quoi que ce soit de ce genre. Encore une fois, ce n'est généralement pas le film préféré de beaucoup de fans de Bond. Et c'était aussi la dernière apparition d'une Rolex Submariner dans un film de James Bond. Timothy Dalton portait une Submariner Date, référence 16610, et sa doublure cascade portait une Submariner légèrement différente. Et la montre de la doublure cascade était en fait probablement plus précieuse lors des enchères pour les collectionneurs, car c'était la montre réellement utilisée dans les scènes d'action mouvementée du film, et elle portait les marques de ces scènes. Timothy Dalton avait terminé avec le rôle de James Bond, et il faudrait attendre 6 ans avant de revoir James Bond à l'écran. Chapitre 6, l'ère de Pierce Brosnan. James Bond a disparu des écrans de cinéma pendant longtemps et il n'était pas certain qu'il reviendrait un jour. En partie, cela était dû à un procès en cours entre MGM et Eon Productions concernant la propriété des droits. Il y avait un vrai débat pour savoir si l'époque de James Bond était révolue. Heureusement, le procès a été résolu et il restait encore des films James Bond à réaliser.
Et cette fois, les réalisateurs ont enfin pu engager Pierce Brosnan pour le prochain film, qui serait GoldenEye en 1995. GoldenEye était en fait le nom de la maison d'Ian Fleming en Jamaïque. Et dans le film, c'était le nom de l'arme spatiale que tout le monde convoitait, surtout le méchant joué par Sean Bean. Pierce Brosnan était le nouveau James Bond dans GoldenEye, et le nouveau James Bond avait une toute nouvelle montre. Et cette montre était une Omega Seamaster Diver très similaire à celle que j'ai ici. L'histoire de la façon dont Bond en est venu à porter une Omega Seamaster est plutôt intéressante. Omega est la société horlogère suisse qui s'est officiellement associée au studio produisant les films de Bond en 1995, devenant ainsi la première montre officielle de James Bond. Seiko, malgré son placement de produit, n'a jamais vraiment revendiqué ce titre, mais Omega entretient une relation de longue date et cela continue encore aujourd'hui. Selon Omega, c'est la costumière Lindy Hemming qui a rejoint l'équipe avec Brosnan pour s'occuper de la garde-robe dans GoldenEye qui a fait cette suggestion. James Bond, qui était un ancien marin, un ancien officier du renseignement naval, porterait une montre de plongée comme la Seamaster. Brosnan a vu la montre, il l'a beaucoup aimée, surtout le cadran bleu. C'était en fait une montre à quartz. C'était la Seamaster 300 mètres référence 2451. Dans le film, elle était équipée de plusieurs gadgets, dont un rayon laser qui s'activait en tournant la lunette. Également un détonateur à distance pour un dispositif explosif. Ces deux gadgets ont été ajoutés à la montre par la section Q dans le film. Ils ont été utilisés à bon escient par Pierce Brosnan dans le rôle de James Bond. Omega a misé très tôt sur sa relation avec Bond, produisant une publicité télévisée avec des images de GoldenEye pour vendre l'Omega Seamaster. Et cela a marqué le début d'une très longue et fructueuse relation publicitaire et marketing entre Omega et la série de films Bond. Le jeu vidéo basé sur GoldenEye était tout simplement un jeu d'une popularité phénoménale à l'époque. Culturellement, c'était très significatif et cela a contribué à propulser le Bond de Brosnan ainsi qu'Omega et d'autres éléments de ce film encore plus dans l'esprit du public. Si vous mettez le jeu GoldenEye en pause, vous pouvez très clairement voir une montre qui est fortement inspirée de l'Omega Seamaster. 2 ans après GoldenEye est sorti Demain ne meurt jamais, le deuxième film de Brosnan. Brosnan était très séduit par l'Omega Seamaster à cadran bleu qu'il portait et a rendu célèbre dans GoldenEye, et il a porté une autre version de cette montre dans le film suivant. Cependant, celle-ci reflétant le retour de l'industrie horlogère du quartz vers des montres mécaniques de luxe plus sophistiquées, il portait une Seamaster à mouvement mécanique. Celle-ci était la Seamaster référence 2531.80.00. Elle était équipée du calibre 1120 qui a été fabriqué exclusivement pour Omega. Dans le film, la montre possède beaucoup plus de fonctionnalités intégrées. On la voit utilisée dans plusieurs scènes d'action. Elle est équipée d'un détonateur pour une grenade à main. Bond garde sa Seamaster à cadran bleu dans son 3e film. Le monde ne suffit pas en 1999. Dans ce film, la montre est équipée d'un piton et d'un grappin que le Bond de Brosnan utilise pour se sortir d'une situation difficile. Pierce Brosnan est revenu pour ce qui allait être sa dernière apparition en tant que Bond dans Murs, un autre jour en 2002. Brosnan est resté fidèle à sa Seamaster à cadran bleu dans ce film. Cette montre avait une fois de plus un détonateur à distance intégré, cette fois-ci activé en tournant la lunette de la montre. Elle était également équipée d'un laser que l'on pouvait activer en touchant le cadran, 2 fonctionnalités qui ont bien servi Bond, comme c'est toujours le cas avec ses gadgets. À la fin des films avec Brosnan, on avait l'impression qu'ils étaient peut-être allés un peu trop loin dans le côté kitsch qui avait rebuté les spectateurs à la fin de l'ère Moore. Pour beaucoup, il était évident qu'il était temps pour Bond de vraiment revenir à ses racines. Chapitre 7, le Bond de Daniel Craig. Après une nouvelle longue recherche, un autre acteur a été choisi pour incarner James Bond, un acteur anglais nommé Daniel Craig qui avait très peu de rôles connus au cinéma et il était blond. Donc, la controverse autour de son choix au début était vraiment intense, car nous étions désormais à l'ère d'Internet. Cependant, Daniel Craig allait convaincre la plupart, sinon tous, de ses premiers détracteurs avec son interprétation de James Bond.
Après Pierce Brosnan, les réalisateurs sont revenus aux racines de Bond de la manière la plus littérale possible en adaptant enfin le roman Casino Royale, le premier roman de Fleming, la première apparition de James Bond. Ceux qui avaient vu de nombreux films de James Bond remarquaient que c'était différent, un peu plus âpre et un peu plus violent. Craig était plutôt un homme de peu de mots, avec une intensité brûlante, ce qui était assez éloigné du charme de Pierce Brosnan. Pour de nombreux fans de longue date, l'interprétation de Bond par Craig était la plus fidèle au livre parmi tous les acteurs qui l'avaient incarné. Il se trouve qu'en réalité, il s'intéressait aussi aux montres et a joué un rôle assez actif par la suite dans le choix des montres que 007 porterait à l'écran. Le film comporte même une scène où Bond et Vesper Lynd ont leur première conversation. Eva Green, dans le rôle de Vesper, remarque la montre au poignet de Bond et dit quelque chose comme « Belle montre Rolex ». Et lui, bien sûr, la corrige rapidement en disant « Omega ». Ainsi, il ne fait aucun doute sur qui est l'horloger officiel de James Bond en 2006. Craig portait 2 montres Omega Seamaster dans Casino Royale. L'une était une version de la Seamaster à cadran bleu que Brosnan avait portée dans tous ses films. L'autre venait de la collection Omega Planet Ocean, une montre de plongée plus robuste, étanche jusqu'à 600 mètres. La Planet Ocean portait la référence 2900.50.91. La Planet Ocean était utilisée pour les scènes d'action extérieure, la Seamaster pour les scènes élégantes. Les montres changeaient, mais cette formule pour les films de Craig a été établie ici et allait se poursuivre dans les films suivants. Quantum of Solace est sorti en 2008. Il servait principalement de suite aux événements de Casino Royale. Ce n'est pas le préféré de beaucoup, mais je pense qu'après plusieurs visionnages, il reste solide. Daniel Craig porte à nouveau une Omega Planet Ocean dans ce film, la référence 2200.1.50.00. Même si Quantum of Solace a pu décevoir certains spectateurs, Skyfall était le 3e film de Daniel Craig et c'était le film de James Bond le plus acclamé par la critique depuis un certain temps. Bond porte toujours des montres Omega. Il porte une Aquaterra de la sous-famille la plus habillée de la gamme Seamaster dans certaines scènes en intérieur, tandis qu'il porte une autre Planet Ocean 600 mètres dans de nombreuses scènes d'action en extérieur. Spectre a été le film suivant en 2015 et il a ramené un autre élément longtemps absent des films de Bond. Il manquait à cause d'un autre différend juridique, à savoir l'organisation criminelle Spectre et son chef, Ernst Stavro Blofeld, qui était bien sûr l'ennemi juré de Bond dans les romans ainsi que dans de nombreux films. Christoph Waltz, un acteur très acclamé, a rejoint le casting dans le rôle de Blofeld et Daniel Craig continuait de porter une Omega. Ce film marquait la première fois que James Bond portait une Seamaster 300 à l'écran. Si vous la comparez avec la Seamaster Diver, c'est une pièce au look beaucoup plus vintage. Elle possède les aiguilles Broad Arrow. Elle est basée sur une montre qui était vraiment conçue davantage comme une montre habillée que comme une véritable montre de plongée. Donc Craig aimait ce look vintage de la Seamaster 300 et l'a adapté pour son rôle dans ce film. Dans le film, la Seamaster 300 que Craig porte est montée sur un bracelet hautain. C'était très probablement un clin d'œil conscient à la Rolex portée par Sean Connery dans Goldfinger, qui a été vue de près sur un bracelet très similaire. Les films de Bond sont donc bien connus pour faire parfois des références internes, et je pense que c'en était une. Mourir peut attendre à représenter un grand tournant dans la série James Bond. Cela a également marqué la dernière apparition de Daniel Craig dans le rôle de James Bond. Le film a bien sûr été, comme beaucoup d'autres à cette époque, retardé à cause de l'apparition du Covid-19, et à cause de cela, la montre qui devait faire ses débuts dans Mourir peut attendre est en fait sortie 1 an ou plus avant la sortie du film dans lequel elle apparaissait. Donc, il était en fait possible en 2020 de dire que je porte la montre que James Bond portait dans Mourir peut attendre, même si Mourir peut attendre n'était pas encore sorti parce qu'Omega devait commercialiser la montre. Craig a lui-même été très impliqué dans la production de cette Seamaster Diver 300 en particulier. Il existe des photos de Craig visitant l'usine Omega en Suisse au cas où quelqu'un douterait de son implication.
En tant que montre, c'était une pièce vraiment cool en soi. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de porter cette montre et de la tester il y a quelque temps. Elle était fabriquée en titane, ce qui avait du sens car la légèreté est toujours recherchée dans une montre de plongée ou une montre que l'on va porter lors d'aventures comme James Bond l'a fait. Elle portait des marquages militaires britanniques, ce qui indiquerait une montre appartenant au gouvernement britannique, ce que, techniquement, toutes les montres de James Bond devraient probablement être. Elle est toujours en vente aujourd'hui, ainsi que d'autres versions de la Seamaster. Elle s'appelle l'édition 007. Elle n'a pas de détails voyants typiques des films qui sautent aux yeux. C'est donc en fait une Seamaster très élégante avec un lien avec le dernier film de James Bond. Et cela nous amène jusqu'à aujourd'hui. Au moment où j'enregistre ceci, Mourir peut attendre est le film de James Bond le plus récent. Daniel Craig a annoncé qu'il quittait le rôle. La recherche est en cours et le débat fait rage pour savoir qui sera le prochain James Bond et quelle montre il portera. Nous le découvrirons tous en temps voulu. Une chose est certaine cependant, James Bond et sa relation avec les montres ont toujours été un élément clé de son personnage, depuis les romans jusqu'au dernier blockbuster sur grand écran. Et nous ne nous attendons pas à ce que cela change. La prochaine fois que vous verrez James Bond, quel que soit l'acteur, observez son poignet.